Bienvenue sur Miradi Podcast, la voix des acteurs du secteur privé africain, une production par Miradi Media. Chaque épisode donne la parole aux chefs de projet et aux coordonnateurs de programmes d'appui pour décrypter les stratégies, découvrir les contextes, les impacts, les réalisations concrètes et les défis à relever sur le continent. Écoutez, informez-vous via Miradi Podcast pour mieux comprendre, mieux prendre des décisions et mieux agir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Miradi Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout pour vous amener au Burundi. Donc, on va aujourd'hui au cœur de l'Afrique de l'Est pour découvrir un programme du nom de PRET. Donc, c'est le projet d'emploi et de transformation économique qui est mis en œuvre par la Banque mondiale. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir donc la coordonnatrice du projet. Merci beaucoup, Madame Béatrice Zilala, de nous rejoindre. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Merci beaucoup. Je suis Béatrice Nzeimana. Je suis la coordonnatrice nationale du projet pour l'emploi et la transformation économique. Donc voilà. Super intéressant. Donc, vous avez un côté juriste qui va être très important, j'imagine, dans votre rôle actuel. C'est super intéressant de voir ça. Et donc, aujourd'hui, je vais me mettre à la place d'un entrepreneur. Disons que je viens de Ngozi ou bien de Bubanza. Qu'est-ce que le programme PRED change concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que je gagne à y entrer? Il faut comprendre que c'est un projet du gouvernement et qui a été initié par le gouvernement et un partenariat avec la Banque Financement à hauteur de 100 millions de dollars pour accompagner le secteur privé burundais. En tant qu'entrepreneur, donc, si vous entrez dans le programme, nous avons je dirais, plusieurs fenêtres d'appui. Et il y a d'abord les appuis directs aux entreprises. Donc, si vous entrez dans ce cadre d'appui direct qui se font d'une part à travers le concours de plan d'affaires. Donc, si vous soumettez votre plan d'affaires pour bénéficier d'un appui direct en tant qu'entrepreneur, là, vous bénéficiez en termes de subventions un équipement pour moderniser ou améliorer votre activité entrepreneuriale. Deuxièmement, il y a également des réformes de mise en œuvre, des réformes qui contribuent à améliorer l'accès au financement pour les entreprises. C'est notamment le fonds de garantie partielle de portefeuille de crédit que nous venons de mettre en place. Donc, si vous pouvez aller contacter votre banque et demander un crédit. Donc, si vous êtes éligible à ce fonds de garantie, vous pouvez bénéficier d'un crédit sans que vous ayez une garantie suffisante parce que une partie de votre crédit sera garantie par le fonds que nous venons de mettre en place dans le cadre du programme PRED. En plus de ça, nous sommes en train de développer de mettre en place le registre électronique des sûretés mobilières. C'est une innovation qui n'était pas sur place au Burundi et qui va permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir accéder au crédit tout en mettant en garantie les biens meubles. Ce qui ne se faisait pas parce que jusqu'aujourd'hui, les banques et les institutions financières vendent les hypothèques classiques qui sont les titres de propriété. Les institutions financières pourront donner des crédits aux micro-petites entreprises avec des hypothèques non classiques. Votre côté juriste a été très important dans dans la création de ce projet-là. Et donc, si je comprends bien, donc il y a différentes parties donc du gouvernement, différents corps du gouvernement ou bien des agences publiques burundaises qui ont été mobilisées pour créer ce projet-là et pour le mettre en place. Et donc, comment se passe la coordination au quotidien? Et puis, l'unité de gestion interagit avec d'autres institutions qui interviennent dans le développement du secteur privé. Il y a notamment la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du volet justice commerciale, justement. Donc, il y a une multitude d'institutions publiques et privées. Ok. Merci beaucoup, je comprends très bien. Et peut-être pour rentrer un peu plus donc dans le vif du programme, j'aimerais savoir, donc aujourd'hui vous ciblez d'accompagner mais aussi de financer donc 1600 MPME, donc des entreprises, et avec un focus sur les femmes mais aussi les réfugiés.
Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous garantissez que ce ne soit pas seulement les mêmes entreprises ou bien les mêmes personnes qu'on retrouve dans votre programme, mais que tout le monde, même si je suis à Bubanza ou bien que je suis à Kirundo, que je puisse quand même avoir accès à ce programme-là. Oui, nous devons garantir l'équité et l'inclusion dans la mise en Oui. œuvre de ce programme. Et nous avons mis en place je dirais, des mécanismes, des mesures aussi, et d'intégration donc des bénéficiaires prioritaires. Comme tu le dis, ce sont les femmes et les réfugiés. Les femmes à hauteur de 50% des bénéficiaires et les réfugiés à hauteur de 6% des bénéficiaires dans la mise en œuvre des actions du projet. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur tout le territoire du pays. Nous avons parcouru toutes les provinces du pays. Nous avons sensibilisé tous les entrepreneurs. Et nous informons également les femmes. Nous passons via les organisations formelles des femmes entrepreneurs. Mais nous avons aussi rencontré les représentants ou les organisations qui travaillent avec les réfugiés, donc pour informer de l'opportunité et puis pour mobiliser les réfugiés. Je dis là, quand on parle de réfugiés, on parle beaucoup plus des réfugiés urbains qui exécutent des activités génératrices de revenus. Ok, ok, très clair. Et donc, par exemple, pour ces réfugiés-là, comment est-ce que pendant que vous réussissez à convaincre que ce soit les banques ou bien le FIGA, donc le fonds de garantie, de prêter certaines sommes à un projet qui est encore fragile ou bien un projet qui vient de commencer? Oui, un projet qui vient de commencer peut être porteur d'impact plus qu'un projet vieillissant. Dans la vie d'une Totalement. entreprise, il y a des activités, il y a des projets qu'on initie et il y en a qui réussissent, mais il y en a aussi qui ne réussissent pas. Donc, c'est comme la vie d'un homme, hein, c'est une entreprise, et ça a Oui. une début et une fin. Donc, un projet qui vient de commencer, il peut être très porteur d'impact. Et nous comptons aussi sur l'expertise des banques dans l'analyse des dossiers des demandeurs de crédit. C'est pourquoi même on a mis en place un fonds de garantie. Il est géré par le FIGA, mais les crédits sont octroyés par les banques et les institutions de microfinance. Donc, c'est le même circuit, c'est le circuit habituel d'octroi de crédit, d'analyse des dossiers des demandeurs de crédit, mais juste le fonds vient appuyer les institutions là où ils vont constater que un entrepreneur a un projet rentable, porteur d'impact, mais quand il n'a pas assez d'hypothèques, c'est là où le fonds de garantie va intervenir pour permettre à cet entrepreneur de développer son activité, même si il n'a pas d'hypothèse suffisante, Ok. d'hypothèque Et donc, plutôt. oui. Et donc ça, c'est une communication que vous faites aussi durant les campagnes d'appel à participation. Parce que je ne sais pas si les réfugiés ou bien les entrepreneurs, enfin, peu importe qui c'est, est-ce qu'ils se rendent compte justement que ces mécanismes existent? Donc, est-ce que vous, dans votre communication avec ces potentielles entreprises qui peuvent participer, vous le mettez en avant? Oui, justement, nous faisons des campagnes de sensibilisation et non seulement les projets qui viennent d'en être, parce que Mhm. parmi les bénéficiaires, il y a les entreprises formelles et même informelles. Donc, nous Ok, sensibilisons, nous ok. essayons de porter à la connaissance de tout le monde de ces opportunités. D'accord, très. Ça me permet justement de faire la transition sur vos projections et aussi vos perspectives dans ce programme-là. Donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est de créer donc plusieurs emplois d'ici 2028. Je pense qu'on est au niveau de 22 000 emplois que vous fixez pour d'ici 2028. Mais comment est-ce que donc vous mesurez cette création d'emplois-là, déjà, dans le cadre du projet? Ouais. Nous allons mesurer la création de ces emplois parce que il y a des mécanismes que nous sommes en train de mettre en place qui permettront la création de ces emplois. En premier lieu, ce sont ces entreprises qui seront accompagnées, qui bénéficieront des subventions. Donc, ce que je peux souligner, c'est que nous avons trois types de subventions. Donc, nous venons tout à l'heure de parler du COPA. Ça,
un des 3 types de subventions que nous allons mettre en place. Et le COPA vise à toucher plus de 600 entreprises. Donc ça, c'est une catégorie de subventions. Nous avons aussi d'autres subventions que nous appelons les subventions à coût partagé. Là, ce sera des subventions en termes d'infrastructures productives. Et là, la moyenne de la subvention est à hauteur de 250 000 $. Donc, c'est vraiment pour subventionner les infrastructures productives qui contribueront au développement des chaînes de valeur. Et ce sont des infrastructures partagées, donc dont les bénéficiaires sont plus qu'une seule entreprise. Et puis, il y aura également l'autre catégorie de subvention qui est la subvention de performance qui permettra d'appuyer les entreprises et avoir des liaisons avec les fournisseurs et les acheteurs. Donc, permettre aux entreprises bondées à répondre aux standards exigés par les acheteurs. Et là, quand on parle d'acheteurs, on parle aussi de marchés, et que ce soit les marchés nationaux, régionaux ou même internationaux. Voilà. Alors, à travers tous ces appuis que nous allons déployer, et d'ailleurs qui constituent même la moitié de l'enveloppe du projet, presque la moitié, parce que ces subventions, le budget qui est derrière, c'est 48 millions de $. Vous comprenez bien que c'est presque la moitié du portefeuille du projet. Nous comptons toucher justement ces entreprises, et c'est à travers ces entreprises appuyées que nous allons pouvoir identifier aussi des emplois qui seront créés par ces entreprises qui seront appuyées, et sur base des interventions du projet. Parce que dans les plans d'affaires que les entrepreneurs vont soumettre pour bénéficier des subventions, ils vont indiquer justement les emplois qu'ils vont créer. Et nous avons des équipes expérimentées pour analyser justement les plans d'affaires et la rentabilité des projets. Pour ce qui est de la rentabilité des projets, ça fait donc la création d'emplois fait partie aussi de la rentabilité des projets. Donc, c'est à travers ce mécanisme que nous allons pouvoir contrôler ou suivre la création de ces emplois. Nous accompagnons les mécanismes d'accès au crédit. Oui. Il y a également la mise en place du fonds de garantie. Ça, c'est un des outils pour faciliter l'accès au crédit. Alors, dans les dossiers des demandeurs de crédit, et ils mentionnent également tout ce qui est rentabilité du projet pour lequel ils demandent le financement. Nous avons pas mal de mécanismes qui nous permettront, à la fin du projet, d'identifier les emplois qui seraient créés grâce aux interventions du projet. Je demandais quelle brique du projet doit absolument rester ancrée dans l'économie burundaise après le retrait de ce programme-là et donc de la Banque mondiale. Ce qui restera après le projet, c'est d'abord l'impact positif de ce fonds de garantie, parce que nous sommes en train de garantir des crédits pour exécuter ou développer les activités dans les entreprises. Et les crédits que nous garantissons, des fois, ce sont des crédits, je dirais, à moyen terme. Donc, c'est pas les crédits qui sont remboursables en une année. Souvent, c'est même sur 2, 3 ans, 2, 3, même 5 ans. Donc, voilà, ça va rester même après le projet. En deuxième lieu, les infrastructures productives que nous allons mettre en place pour développer les chaînes de valeur, justement. Et ça va rester. Et nous sommes en train de travailler avec l'Agence de développement de Burundi pour que l'agence puisse prendre le relais après le projet et continuer à suivre les investisseurs, les entrepreneurs qui auront bénéficié des appuis du projet. Oui, Que totalement. l'agence puisse continuer à les suivre et à les encadrer. Et là, dans ces missions, l'encadrement des investisseurs, le suivi, l'appui et l'assistance des investisseurs. Donc, et comme nous travaillons aussi pour l'agence de développement, et c'est une institution qui est là, qui ne va pas fermer avec le projet, mais qui continuera à faire l'appui et l'assistance des entrepreneurs qui auront bénéficié des appuis du projet. Totalement. Et bien Totalement. évidemment, donc voilà.
Et nous pensons qu'il y aura aussi d'autres programmes qui vont continuer à soutenir le secteur privé burundais, les entreprises burundaises, pour les permettre de se développer et créer les emplois et contribuer justement à la transformation de l'économie nationale. Je suis très ravie d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu mieux comprendre le programme PRET, mais aussi de voir comment est-ce qu'il est mis en œuvre concrètement à nos prochains auditeurs. Donc, merci de nous suivre et on se retrouve très vite sur Miradi Podcast. À bientôt.